Cher Frédéric Beigbeder, c'est toujours un plaisir de vous accueillir à Nancy. Et je vous remercie particulièrement d'être ici ce soir parce que vous arrivez directement des États-Unis, que votre vol demain a été annulé pour cause de grève, que vous allez donc prendre le dernier TGV et malgré tout ça, vous avez tenu quand même à être avec nous. Donc, je vous en remercie infiniment. Bonsoir. Alors, vous êtes, tout le monde le sait, un fidèle du livre sur la place, j'ai envie de dire de ses journées et de ses nuits. Et devant vous qui aimez tant, vous avez entendu, il y a quand même tout à fait faux. Je ne connais pas du tout... 24 heures sur 24 pour le livre sur la place. Je ne connais pas l'Arc, ni le Gustave, encore donc, moins le Bagatelle. Pas vous. Non, c'était pas moi, c'était quelqu'un qui me ressemblait. Alors, vous qui aimez tellement insérer des listes dans la plupart de vos romans, je ne pouvais pas résister à en établir une pour rappeler pourquoi vous êtes aujourd'hui, on peut le dire, une figure incontournable à la fois de la scène médiatique et de la scène littéraire, bien sûr. Alors, vous êtes journaliste, écrivain, romancier couronné par le Renaudot et l'Interallié. Le roman qui paraît en ce début d'année chez Grasset, Une vie sans fin, est votre 18e livre. J'ai compté, oui. Vous avez été éditeur pendant plusieurs années chez Flammarion et avez découvert pas mal d'auteurs, dont deux en particulier, Lola Lafont, et puis Simon Liberati. Et comme vous êtes très proche de vos auteurs, Simon Liberati est même un personnage d'un roman français, on peut dire ça. Vous avez créé le si parisien Prix de Flore, vous faites partie du jury du Prix Renaudot, vous avez été directeur du magazine Lui, vous avez été réalisateur pour le cinéma, animateur bien sûr de grandes et belles émissions culturelles pour la télévision, et puis vous êtes chroniqueur littéraire pour Le Figaro, et encore plus surprenant, aux aurores, le matin, dans la matinale de France Inter, ce qui prouve donc que malgré les apparences, vous vous levez tôt parfois. Uniquement le jeudi. Uniquement le jeudi, mais c'est déjà ça. Bref, un parcours entier qui a pour fil conducteur l'écriture, la littérature, et qui met aussi à mal l'image de dilettante que l'on vous attribue. Elle est peut-être voulue ou pas voulue. Bref, avant que l'on parle de votre actualité littéraire, avouez-nous, vous êtes en fait un grand travailleur. Vous savez, c'est probablement... Enfin, quand je vous entends récapituler tout ce que j'ai fait, je suis le premier étonné. À vrai dire, c'est probablement l'âge qui est l'explication. C'est que quand on commence à être une personne âgée, forcément, on a fait beaucoup de choses. On a beaucoup de choses derrière soi. Vous ne pouvez pas le savoir, mais moi, je peux vous le dire. Voilà, donc j'ai une expérience. Et ce qui est étrange, c'est que ça n'a pas été organisé tellement. C'est-à-dire que c'est une suite de hasards. Une multiplicité de talents, en fait. C'est-à-dire, vous avez dit, c'est toujours de l'écriture, parce que quand on écrit une chronique pour la radio, ou qu'on écrit un scénario de film, ou un livre, ou un article dans un journal, bon, finalement, c'est toujours un type tout seul avec un stylo qui essaie de raconter quelque chose, soit un commentaire sur l'actualité, soit une histoire. Donc, malgré tout, c'est ce que je déplore en entendant ce curriculum vitae, c'est ma solitude. Je m'aperçois que je suis quelqu'un de très seul, qui travaille beaucoup, oui, et qui est souvent obligé de réfléchir à quelque chose à dire, ce qui n'est pas évident. On vous sent en pleine souffrance, en fait. Oui, c'est la raison pour laquelle j'accepte ce type de rencontre, parce que j'ai besoin d'être consolé, de me sentir aimé, d'entendre des applaudissements qui donnent un peu chaud au cœur. C'est vraiment pathétique. Merci d'avoir pitié de moi, c'est gentil.
C'est de l'eau dans la bouteille, je précise. Si. Alors Frédéric, j'ai un regret quand même, au-delà de la plaisanterie, c'est que trop souvent, le provocateur, mondain, cynique, etc., fêtard que l'on décrit, pour moi, cache un peu la profondeur de votre réflexion, parce que si, elle est très forte, la culture littéraire que vous avez qui est très fine. Est-ce que cela vous convient si je vous dis que j'ai l'impression que vous êtes en fait un facétieux, tendre, peut-être romantique aussi, et qui écrit sur des choses graves, mais toujours avec un ton léger? C'est assez bien résumé. Merci. Mais en fait, c'est un peu un cliché de dire que les cyniques cachent un romantique ou comment dire. Je ne dis pas ça de manière agressive, mais c'est vrai que je pense aussi qu'un romantique peut cacher un cynique aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a une angoisse qui fait qu'on écrit, et puis il y a deux façons de gérer ces problèmes. Soit on est très très sérieux et très triste, soit on essaie de fuir dans la légèreté, l'humour, ou la provocation, qui est une autre façon, une autre sorte d'humour. Moi j'aime beaucoup la satire, parce que c'est une manière un peu outrancière, mais rigolote, de mettre des mots sur ses problèmes, sur ses angoisses. Donc il m'est souvent arrivé de faire des phrases assez cruelles et de les tourner d'une façon comique, parce que comme ça passe mieux. Et puis rire de tout ce qui est tragique, c'est la seule manière de s'en sortir. Enfin, c'est la mienne. Donc j'ai toujours, oui, vous n'avez pas tort, j'aborde des sujets assez graves comme le divorce, comme l'absence de sens dans notre génération, dans ma génération un peu, une génération un peu perdue, en quête d'idéal. Et ça peut être raconté de diverses façons, mais la mienne, c'est de déconner, voilà, d'essayer quand même de moins en moins de déconner et de plus en plus d'essayer de chercher des réponses, malgré tout, peut-être depuis un roman français. Oui, alors, Une vie sans fin, qui est votre nouveau roman, qui fait d'une certaine façon suite au roman français, parce que le roman français, c'était un petit peu le livre de l'enfance, et là, c'est le livre d'un père. C'est pas un livre qui va calmer nos angoisses, parce que vous dites que c'est un roman de science non-fiction, quand la réalité, en fait, dépasse la fiction la plus folle, finalement. Vous êtes parti à la recherche des scientifiques qui réfléchissent sur l'immortalité, ou en tout cas la prolongation de la vie. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire sur ce sujet? D'abord, vous l'avez dit, je me suis retrouvé père de famille. La première fois quand j'avais 35 ans, puis ensuite à 50 ans. Et bientôt? Voilà, et le problème c'est quand... Oui, et bientôt je rebolote, vous avez raison. Vous ne l'avez pas oublié, là, quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Merci de me le rappeler. Et donc, il y a, je dirais, j'ai beaucoup aimé l'enfance et l'adolescence parce que c'est une période d'irresponsabilité. Et je voulais être un irresponsable toute ma vie. C'est un peu moins possible quand on se retrouve père de famille. Alors, le livre, l'élément déclencheur, c'est une conversation avec ma fille qui me parle de la mort, qui me dit, donc si je comprends bien, tout le monde meurt, ce qui est d'ailleurs la première phrase de 99 francs déjà. Et donc, donc toi, ça veut dire que toi, tu vas mourir, moi aussi, et mes amis, ma copine Léa va mourir, et mon chien, mon chat, et nos grands-parents, et maman, tout le monde, tous ces gens-là vont mourir. Donc, il n'était pas question de répondre oui. Étant très lâche, je lui ai dit, mais pas du tout, ça c'était avant, et maintenant, la science
va régler ce problème de la mort. Dans les 10-15 prochaines années, on va cesser de mourir, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc vous êtes parti pour 3 ans d'enquête, une véritable enquête de journaliste, on fait là, très, très documentée. Donc tout est vrai. Alors bien sûr, il y a un côté scientifique, mais vulgarisé, que chacun peut lire. Mais c'est une enquête qui a dû vous demander d'abord beaucoup de vous-même, en fait, parce que vous avez servi de cobaye, beaucoup. En fait, vous nous arrivez aujourd'hui régénérés. Vous voyez, c'est clair. Racontez-nous tout ce que vous avez fait en 3 ans. Bon, d'abord, je suis allé voir les médecins français, parce que c'est plus près. Donc je suis allé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris voir Frédéric Saldman, qui m'a dit de manger des légumes verts et de boire de l'eau minérale. Bon. Donc j'ai essayé, mais j'ai pas tenu très longtemps. Et puis ensuite, je suis... Là, on n'a pas encore l'immortalité, voilà. Quand même. Après, je suis allé plus sérieusement voir la clinique du génome à Genève, qui est un établissement qui travaille sur les modifications génétiques et le séquençage du génome. Donc ça, c'est très intéressant. Donc j'ai une conversation avec un grand professeur là-bas qui m'explique que nous avons 3 milliards de lettres, qu'il faut, en crachant dans un tube à essai, on peut connaître les 3 milliards de lettres et après faire des prévisions sur les maladies à venir. Donc j'ai fait ça. Vous avez séquencé votre ADN, séquencer votre ADN. Oui. Et celui de toute votre famille, d'ailleurs, je crois. Oui, oui. Ben, c'est intéressant parce qu'on peut vérifier comme ça que c'est vraiment votre famille. C'est un des trucs pratiques. Oui, c'est vrai. Et puis, non, ça c'est secondaire, mais j'ai appris à cette occasion que j'avais 80% de points communs avec le Néandertal. Peut-être qu'on s'en aperçoit, mais moi je croyais que j'étais plus raffiné que ça. Et non, beaucoup de choses comme ça. Ensuite, je suis allé en Israël voir un des plus grands spécialistes des cellules souches. Ça, c'est vraiment passionnant parce que là, pour le coup, c'est quelque chose d'inimaginable. En 2012, on a découvert qu'on pouvait rajeunir nos cellules, prendre vos cellules adultes et avec l'injection de 4 protéines, au bout de 3 semaines, elles deviennent des cellules embryonnaires, des cellules pluripotentes qui peuvent devenir n'importe quel organe. Cette découverte, évidemment, on commence à peine de comprendre ce que ça signifie, et c'est peut-être pour le coup vraiment une voie vers non pas l'immortalité, mais une longévité triplée ou quadruplée. C'est ce chercheur qui dit que tous les bébés qui naissent après 2009 ou 2010 vivront 140 ans, c'est ça ? Oui, oui. Ils le disent, beaucoup d'entre eux le disent. Ils parient, si vous voulez, sur les découvertes à venir. Donc c'est vrai qu'il y a eu tellement de progrès dans les 10 dernières années qui supposent que si ça continue comme ça, oui, les enfants vont être... on va sans doute guérir pas mal de maladies cardiovasculaires, cancer, Alzheimer, Parkinson, à la fois par les corrections génétiques et l'injection de cellules souches. Bon, pour l'instant, ni l'une ni l'autre ne sont au point, donc c'est vrai que c'est un pari. Enfin voilà, j'ai continué ma promenade, je suis allé après me faire changer le sang. Ah oui, vous vous êtes fait lasériser même. Oui, parce que je trouve que changer le sang ne suffit pas. Oui. Il faut aussi qu'on me mette un laser dans les veines. Je trouve que c'est plus spectaculaire, c'est plus disco. Et donc j'ai eu un laser rouge. Vous pouvez aller à l'Arc à Nancy, ça marche aussi là. C'est un peu, voilà. C'est sans doute, les Autrichiens se sont inspirés des pistes de danse nancéennes, je pense. Et donc on vous met un laser pour injecter de la vitamine D en intraveineuse. Et en même temps, le sang circule avec des sels minéraux et de l'oxygène. Et bon, vous sortez de là, vous êtes comme un coureur du Tour de France. Vous voyez, très très. Avant ou après le Tour? Pendant. Pendant. Donc j'étais très en forme et heureusement il n'y avait pas de contrôle antidopage au prix Renaudot. Sinon j'aurais pas été autorisé à siéger.
Voilà, non, j'ai continué en allant en Amérique. Après, là, ça devient de plus en plus fou. Les Américains Et sont vraiment très... qu'est-ce que vous avez gardé de tout ça? Qu'est-ce qui vous a le plus séduit, le plus effrayé aussi? Parce que franchement, c'est à la fois fascinant et terrifiant ce que vous racontez. Oui, je pense que le livre est construit comme ça. Enfin, c'est fascinant au début et terrifiant à la fin. À partir de l'entretien à Harvard, déjà, je commence à être un petit peu plus... Le chercheur qui parle des porcs. Il a humanisé des porcs, donc en modifiant leur ADN, pour le rendre compatible avec les humains. Et maintenant, ils veulent élever des cochons pour que leurs organes puissent être greffés sur des humains. Et les organes de cochons font tous la même taille que les nôtres. Et la seule différence, c'est les mains. Les mains ne sont pas du tout pratiques chez le porc. Donc il faudrait garder les mains humaines, mais tout le reste, on peut le modifier. On peut prendre du cœur, du foie, de l'estomac. Et d'ailleurs, on le fait déjà en partie. On greffe déjà des valves cardiaques de porc. Donc, bon, voilà. Évidemment, ça va poser des problèmes pour les juifs et les musulmans. Mais... oui, j'ai bien compris. Oui. Il travaille aussi... Non, j'ai posé la question à George Church, qui dirige Harvard Medical School. Oui, parce que tout ça, en fait, est extrêmement très sérieux. Et il m'a répondu très sérieusement qu'il travaillait aussi sur les vaches. Et à ce moment-là, je lui ai rétorqué que les hindous allaient... C'était pas possible. Bon. On ne peut pas plaire à tout le monde, et la science doit avancer. Et puis... donc il y a ça. Non, ça, c'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, en fin de compte, c'est quand on parle beaucoup avec les savants et les penseurs transhumanistes, c'est leur utopie. Leur utopie, c'est quoi? C'est que l'être humain n'est pas parfait et qu'on peut l'améliorer. On peut l'augmenter, en faire un surhomme, en fait. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, s'inspirent de l'eugénisme, qui était une... théorie assez terrifiante, essayée pendant la Deuxième Guerre mondiale pour créer une race supérieure. Donc c'est une idée, disons-le, complètement nazie. Et c'est pas ça le plus terrifiant d'ailleurs. Ce qui est le plus terrifiant, c'est l'idée de remplacer notre espèce par une espèce qu'on ne connaît pas. Parce que Homo sapiens est en difficulté là. L'Homo sapiens est ringard. Il est considéré comme ringard par beaucoup de scientifiques. C'est un mauvais mutant, son ADN est pourri. Il faut l'arranger, le modifier, l'améliorer. Il y a d'ailleurs un projet à Harvard, mais pas seulement à Harvard, avec beaucoup de scientifiques du monde entier qui travaillent. Ça s'appelle le Human Genome Write. Write s'écrit comme le verbe écrire, W-R-I-T-E. Et l'idée est de réécrire la vie, de réécrire notre destin, notre génome, en enlevant tout ce qui ne va pas et en remplaçant par par ce qu'on veut. Alors, pour prendre un exemple, ils ont pris des souris et ils ont greffé, donc avec les ciseaux génétiques, j'ai oublié d'en parler, les ciseaux CRISPR-Cas9, qui sont des ciseaux permettant de modifier l'ADN, ils ont réussi à mettre de l'ADN de méduses dans des souris, ce qui fait que ça fait des souris vert fluo. Et ces souris, évidemment, quand on éteint la lumière, on peut les retrouver facilement, donc c'est pratique. Mais ça ouvre des perspectives assez effrayantes. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire à l'homme en lui injectant ce qu'on veut et le transformer en autre chose. Il y a à la fois un délire qui est proche de celui des X-Men ou des Avengers, ces films de super-héros, et aussi l'idée de la robotique, qui est encore une autre idée de mélanger l'homme et la machine. Donc ils travaillent aussi à ça. Il y a par exemple des imprimantes d'organes en 3D. Donc vous prenez une imprimante 3D qui peut reproduire n'importe quelle forme avec de l'encre ou avec du plastique, et à la place de l'encre ou du plastique, vous mettez des cellules, et la machine copie en fait un estomac, un foie ou des poumons. Donc ce serait super si on tombe malade, et on est sûrement très content de greffer un... Il y a forcément des points positifs, oui, bien sûr. Mais disons que tout ça est assez dingue. Surhomme veut dire aussi sous-homme à côté. Oui, chaque fois qu'on a voulu créer un surhomme, ça a mal tourné. Ça a mal tourné parce que tout d'un coup on se dit qu'est-ce qu'on fait avec les sous-hommes?
ils sont un peu encombrants. Donc on finit par vouloir s'en débarrasser. Et c'est embêtant puisqu'évidemment les premiers surhommes seront des gens très très riches. Ça coûte très très cher, toutes ces procédures coûtent une fortune. Donc ce seront probablement des milliardaires. D'ailleurs, ceux qui font des cures au laser et qui finissent avec les veines fluorescentes, oui. Sont aussi des milliardaires parce que ça coûte votre enquête, vos 3 ans d'enquête. Oui, ça coûte du pognon. Oui. Ça m'a coûté, oui. Ça a coûté surtout à Grasset, mais un peu aussi donc, à voilà, justement, c'était la question qui arrivait. Mais... Grasset a financé tout ça? Grasset m'a remboursé les notes de frais de la transfusion sanguine, mais pas toutes les notes de frais. Je suis encore en discussion sur certaines. Ah oui, je comprends, oui. Sur certaines notes de frais de restaurant, notamment. Mais en tout cas, oui, vous avez raison, ça coûte cher. Alors moi, oui, ça coûtait 1 000 € par jour pour aller à la clinique Viva Mayer en Autriche. C'est rien du tout à côté de ce que coûte par exemple une thérapie génique. C'est $1 million l'injection. Donc là, j'ai pas les moyens. Et c'est là que mon livre devient angoissant, parce que, mettons, quelqu'un comme Mark Zuckerberg a beaucoup plus de chances d'être immortel que moi. Il a plus de chances que je sois un sous-homme et donc quelqu'un qu'il faudra éliminer, tôt ou tard. Donc voilà, donc je suis un petit peu... C'est pour ça que je suis très contre Facebook et que en ce moment, je ne pleure pas du tout sur les problèmes de Zuckerberg. Alors, on arrive à une autre partie de votre livre, parce que donc ce voyage de Frédéric Beigbeder, parce que le héros du livre s'appelle Frédéric Beigbeder, il a une différence quand même avec vous. Enfin, vous ne l'avez pas choisi écrivain, vous l'avez choisi animateur de télévision. Pourquoi est-ce que vous avez préféré cette partie-là de votre carrière? Oui, il fallait un héros qui soit angoissé par tout ce qui est éphémère. Et à mon avis, le métier le plus provisoire sur Terre, c'est animateur de télévision. Alors, vous ne leur faites pas de cadeau aux animateurs de télévision. Là, vous vous êtes fâché avec, je pense, une partie des animateurs, et en particulier Thierry Ardisson. Nagui aussi, mais Thierry Ardisson qui vous a lancé, il a dû se mordre les doigts de l'avoir fait il y a quelques années, parce que voilà ce que Frédéric le Gentil écrit sur ce pauvre Thierry Ardisson. Le cas le plus angoissant est celui de Thierry Ardisson qui m'a fait débuter dans le métier. Alors que Thierry rêvait d'être écrivain, rien de ce qu'il prononce n'est de lui. Ses prompteurs, ses blagues et ses questions sont rédigés par des pigistes. Tout ce qu'a fait Thierry Ardisson depuis 30 ans, c'est lire des textes écrits par d'autres. Il n'est pas surprenant que son obsession consiste désormais à éditer des coffrets de compilation de ses vieilles émissions. Ce romancier frustré souhaite à tout prix occuper une place sur votre étagère. Et après, vous vous étonnez qu'il soit fâché ? Je fais du roman réaliste, je suis obligé de décrire un milieu que je connais bien. Oui. Et là, le héros en a marre de ce métier, il démissionne. Comme vous d'ailleurs. Voilà, il se rend bien compte que c'est dangereux en fait d'exposer son visage comme ça à tout un pays, que c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui est nuisible à la santé. La télé. Bien sûr, ils sont tous addicts. C'est précisément pour ça que je raconte ça. Ils s'accrochent à l'image et à l'antenne par peur de disparaître. Et mon héros a peur de disparaître, c'est pour ça qu'il se lance dans cette quête pour devenir éternel. Et oui, alors pour décrire le milieu de la télé, j'étais obligé de parler de ça, du fait que tous les animateurs sont angoissés par ce qui se passera après. Et c'est pour ça qu'ils s'accrochent. Alors il y en a qui s'accrochent en éditant des cassettes de leurs émissions, d'autres en faisant des one-man shows sur leur vie, d'autres encore. C'est pas la peine de dire le nom, là. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a pas qu'Arthur, il y a Drucker, il y a Pivot. C'est assez marrant. C'est par ailleurs des gens que je déteste pas. C'est juste un symptôme qui révèle quelque chose de ce monde-là. C'est un monde où on a peur de l'absence, peur de disparaître. Et on sait très bien que quand on disparaît des écrans, on est très vite oublié. Et dans le cas de Nagui, c'est autre chose. Moi, je trouve qu'il est brillant quand il anime une émission culturelle et je ne comprends pas ce qu'il fait avec ses jeux télé. Voilà, c'est plus un compliment, à vrai dire. Il a la capacité de faire des trucs tellement mieux, je ne sais pas ce qu'il fait là. Bon.
Alors, Frédéric Beigbeder, animateur donc de télévision, discute avec sa fille. Et c'est vrai, vous parliez de Facebook qui l'a quitté, critique les réseaux sociaux. On est dans une société du paraître, mais votre héros ou vous-même y ont quand même beaucoup contribué à la société du paraître. Ah oui, mais bien sûr, mais j'ai participé je me suis vautré dans le médiatique avec délectation. Et alors, ce qui vous révolte par-dessus tout, c'est le selfisme, les selfies. Oui, c'est-à-dire que c'est une idéologie pour moi qui a été inventée. Donc, enfin, ça existait déjà. L'idée de se prendre en photo à côté des gens célèbres ou devant un monument, ça n'a pas été inventé il y a 10 ans, mais la technologie numérique a, je dirais, développé de façon exponentielle ce travers, ce narcissisme que nous avons tous. Et il me semble que maintenant, ça a été démultiplié. C'est-à-dire que tous les individus veulent avoir 15 fois, 20 fois par jour une image d'eux-mêmes et la transmettre et comparer leurs likes avec les likes des autres. Et comme si chaque individu était en compétition avec le reste, avec leurs amis, avec leurs proches et avec le reste de la planète. On préfère liker à avoir un jardin secret aujourd'hui. Alors voilà, c'est précisément le problème, c'est qu'on a sacrifié pour quelques likes notre vie privée, qui permet à des marques de cibler des publicités. Et c'est ce qu'on savait, mais qu'on a appris bien plus depuis 2 semaines, à savoir que ce que nous mettons sur les réseaux sociaux est vendu à des entreprises qui manipulent comme ça des millions et des millions de personnes. Et peut-être ont fait élire Donald Trump. Et ont contribué certainement aussi au vote du Brexit. Ces choses-là, si elles sont confirmées, pour moi, c'est donc une atteinte très grave non seulement à notre humanité, mais aussi à la démocratie. Oui, c'est-à-dire que vous considérez que c'est une forme d'aliénation, mais en tout accord avec nous, quoi. On se fait avoir, finalement. C'est ça. George Orwell n'aurait jamais imaginé une chose pareille. Il imaginait que Big Brother était dans un système dictatorial, totalitaire, une surveillance d'un gouvernement. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Les humains ont préféré se surveiller eux-mêmes, ou étaient candidats à révéler leur vie, tous leurs secrets, à s'espionner eux-mêmes et à espionner les autres. Et je pense que si Orwell revenait, il serait sans doute content d'avoir eu un peu raison, mais assez effrayé d'avoir eu un peu trop raison. Enfin, et je dirais aussi que c'est pas quelque chose de récent chez moi, cette terreur, parce que quand j'ai écrit 99 francs, déjà je dénonçais la manipulation des masses par la publicité, donc, système que je connaissais de l'intérieur. Mais à l'époque, la publicité était dans la rue, elle était dans des magazines, elle était à la télé, elle n'était pas dans notre poche. Maintenant, non seulement elle est dans notre poche, mais elle est ciblée en fonction de nos goûts, en fonction des endroits où nous allons, des sites que nous consultons, de nos désirs, de nos amis. Je prends un exemple, les marques de cosmétiques savent qu'il faut cibler des filles qui ont des visages un peu tristes, que quand elles sont mélancoliques, on va leur vendre du rouge à lèvres. On va vendre davantage de maquillage à une adolescente mélancolique. Donc les logiciels reconnaissent les photographies et adressent à ce moment-là des publicités. Donc si vous voulez, quelle est la prochaine étape? C'est une puce dans le cerveau. Voilà, c'est que quand le téléphone cessera d'être un objet et qui sera à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire dans quelques années, très peu d'années, ils y travaillent déjà puisqu'il y a les Google Glass, il y a tout un tas de... les lunettes de réalité virtuelle. Justement, vous parlez de Google qui fait travailler, loin de toute communication d'ailleurs, une société sur la prolongation de la vie. Calico, California Life Company, bien sûr, et 1 milliard d'euros dépensés pour essayer de comprendre ce qu'on peut modifier dans l'être humain pour le rendre plus durable. Encore une fois, pourquoi pas? C'est un objectif tout à fait louable. Mais comment on va faire? Quel est le prix à payer?
si le prix à payer, c'est de devenir Siri, c'est-à-dire un logiciel d'intelligence artificielle, moi je préfère rester un mammifère. Alors il n'empêche que tout à l'heure, en parlant de selfie, vous allez évidemment en avoir beaucoup avec votre public, pas que des dédicaces aujourd'hui. Tout écrivain, je pense, qui vient dédicacer, a un selfie avec son lecteur. Oui, avant c'était mieux parce qu'on signait des autographes et parfois on pouvait signer sur le corps des lectrices ou des lecteurs. C'est plus difficile là. Maintenant c'est les selfies. Donc finalement le selfie, on se rapproche mais c'est très provisoire. Et puis il n'y a pas... Si c'était des bisous par exemple, ce serait plus humain. Vous parlez d'ailleurs, et vous me confirmiez tout à l'heure que c'était vrai, de votre fille qui pour son anniversaire, à qui pour son anniversaire vous avez demandé ce qu'elle souhaitait et qui vous a répondu un selfie avec Robert Pattinson. Avant, c'est vrai que c'était plutôt un baiser qu'on aurait voulu. Oui, c'était d'ailleurs aussi inquiétant. Oui, mais c'était différent. Donc là, oui. Et j'ai réussi à avoir un autographe de Robert Pattinson et elle était très déçue. Parce que, évidemment, un autographe, j'aurais pu le faire moi-même. Il se trouve que c'était vraiment un vrai autographe de Robert Pattinson, mais comment lui prouver? Donc, en fait, ce qui vous désole quand même surtout, c'est qu'elle ne veut jamais de selfie avec vous. C'est vrai. C'est ça triste. Le vrai problème. Oui. Ah. Merci de remuer le couteau dans la plaie. Mais donc voilà. Donc ce que je veux dire là-dessus, c'est que c'est évidemment c'est un peu réactionnaire de critiquer les réseaux sociaux et tout, mais je pense qu'il y a comme une sorte de c'est des étapes qu'on franchit les unes après les autres vers un système totalement déshumanisé. Et à chaque fois, c'est la même chose. On vous dit que c'est gratuit. Et donc la pub, c'est gratuit. On vous fait des cadeaux, quoi. Et on se fait avoir. Et à chaque fois, ça marche. C'est assez incroyable. Et voilà. Finalement, vous êtes en colère. En fait, il y a une colère en vous. Oui, non, mais je m'aperçois, moi, je suis parti de Facebook et ça ne m'a pas manqué du tout, quoi. Alors, vous êtes parti, d'ailleurs, à la suite de la photo que vous avez posée le jour de la mort de Mireille d'Arc. Une photo de Mireille d'Arc seins nus, censurée par Facebook, franchement. Quel manque de tact. Oui, ils ont censuré également L'origine du monde de Courbet et récemment La liberté guidant le peuple de Delacroix. Donc, moi, je trouve qu'un site allergique aux seins de femmes, mais qui tolère les décapitations d'hommes, devrait être à fuir, non? #delete Facebook. Finalement, vous avez envie d'être un lanceur d'alerte. C'est un peu... parce qu'il y a deux visions. Où vous êtes un lanceur d'alerte, où certains jeunes vont vous considérer comme quelqu'un qui ne comprend plus vraiment le monde d'aujourd'hui. Hein. Ou qui crache dans la soupe. J'entends souvent. Quand j'ai écrit L'amour dure 3 ans, puis qui critique le divorce, qui critique mon mariage en fait, l'échec de mon mariage, et puis ensuite... Il y a toujours un côté autobiographique quand même dans vos livres. Oui. Et puis 99 francs, qui était une satire de mon métier. On m'a beaucoup reproché de mordre la main qui me nourrit, de critiquer le monde auquel j'appartiens. C'est quelque chose qui revient tout le temps et que je continue d'entendre. Par exemple, quand j'ai fait ce film L'Idéal, contre la dictature de la jeunesse, de la beauté et de la minceur, alors qu'évidemment tout ce que j'adore, c'est la jeunesse, la beauté et la minceur. Bon. Le terme lanceur d'alerte m'arrange bien parce qu'il permet ça. Il permet de dire, vous avez un métier, vous avez une vie, vous avez des choses que vous voyez qui vous déplaisent dans cette vie, et vous avez le droit de les dire. Et c'est bien de le dire. C'est une bonne chose de critiquer qui vous êtes et d'essayer d'informer les gens sur ce que vous avez vu, d'être comme une sorte de témoin à l'intérieur d'un monde, informé sur ce monde, capable de dire ce qui ne va pas dans ce monde. Et c'est ce que j'ai fait encore une fois avec la télévision dans ce livre-là. Il me semble que je ne me considère pas comme Edward Snowden, je n'aurai jamais son courage, ni Julian Assange. Ces gens-là, ils ont risqué leur vie pour révéler des choses.
Mais enfin, à mon petit niveau, ce serait confortable de ne pas critiquer ma vie et finalement d'être autosatisfait. Et je ne le suis pas, j'arrête pas de me plaindre, j'ai l'impression. Et donc, je ne sais pas si je suis un lanceur d'alerte, mais je suis un lanceur de lamentation. En tout cas, vous vous servez de la littérature, justement, pour dénoncer, pour raconter, pour faire réfléchir. Moi, j'aime bien quand la littérature est prophète. Je ne sais pas si La vie sans fin sera au bout un roman d'anticipation, mais c'est le rôle de la littérature de faire réfléchir. J'ai envie de vous embrasser quand vous dites ça. Me faites pas rêver. Non, mais il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de romans qu'on appelle feel good. Moi, je fais des romans feel bad. C'est comme ça. Il y a vraiment deux catégories de livres. Je comprends qu'il y ait beaucoup de lecteurs qui aient envie de lire des livres qui font du bien, qui sont comme des couettes confortables, qui tiennent chaud pendant l'hiver. Mais pour moi, la littérature, c'est pas ça. Ça doit déranger, ça doit secouer, ça doit mettre en colère, ça doit exciter, ça doit faire rire, pleurer, réagir, ouvrir les yeux. C'est tout ça pour moi, la littérature. Et les livres que j'aime, ce sont des livres qui dérangent, bien sûr, qui secouent, qui agitent des questions, quelquefois sans donner de réponse, d'ailleurs. C'est bien pratique d'être un romancier pour ça. Je peux poser des tas de questions et ensuite partir en courant. Et justement, qu'est-ce qu'un bon roman pour vous ? C'est ce que je viens de dire, plus une chose très importante, c'est qu'un livre n'est pas seulement un sujet. C'est d'abord une écriture, un style, une forme. Et ça, c'est très très important parce que moi, c'est ce que je cherche comme critique. Quand j'ouvre un livre, j'ai besoin d'être attrapé par une voix, par un ton. C'est une manière de regarder le monde, de résumer les choses d'une façon soit brillante, soit laconique. Et c'est vraiment la chose qui importe avant tout. Et c'est vrai que quand je parle y compris moi, quand je parle de mes livres, je m'attache beaucoup à leur sujet, de quoi ça parle. Mais au fond, c'est pas si important. Ce qui compte, c'est qu'on retrouve, j'espère, on retrouve une certaine manière d'écrire, qui est la mienne. Et quand je lis mes confrères, c'est vraiment, c'est comme un rendez-vous avec quelqu'un. J'adore retrouver la personne comme si quelqu'un que j'avais perdu de vue et que je retrouve. Le dernier livre de Patrick Modiano, j'étais comme ça, c'était tellement agréable de retrouver sa petite musique. Et donc pour moi, voilà, la littérature, c'est d'abord ça, ce rendez-vous-là. Et la littérature, enfin les écrivains, par leurs mots, ont le pouvoir aussi de faire reculer la mort. Ça, c'est optimiste. Parce qu'il y a beaucoup de livres publiés et une très grande majorité complètement oubliée. C'est vrai. Mais quand là même. où vous avez raison, c'est qu'à mon avis, tous les écrivains rêvent de postérité. Et si un écrivain vous dit non, pas du tout, il ment. C'est un menteur. On écrit parce qu'on a un désir d'éternité, quand même. Enfin, peut-être qu'il restera, même s'il reste une phrase, un paragraphe, c'est déjà gagné. Et quand on est écrivain et qu'on rêve d'être immortel, il y a une autre façon de le devenir, c'est en entrant à l'Académie française. C'est vrai. Parce qu'après, on a son nom. Vous savez qu'il y a des fauteuils libres, là, en ce moment. Et donc, on est immortel. Enfin, ça ne marche pas sur certaines personnes. Récemment, on a vu quand même des immortels qui nous ont quittés. Hein. Oui, hélas. Mais ils ont leur nom gravé sur le fauteuil. Sur le fauteuil, oui. Oui, c'est bien. Ça mérite d'être... Il faut mettre toutes les chances de son côté. Donc ça, de ce côté-là, je suis assez d'accord. Mais je pense que ça régénérerait aussi. On parlait de régénérer tout à l'heure. Et ça, vous savez, c'est une question qu'il faut poser aux
40 académiciens, parce que moi, c'est pas moi qui décide. Hein. Ah oui, mais il faut poser sa candidature. Ouais. Ouais, mais c'est comme séduire une femme. On risque de se prendre un vent quand même. C'est pour ça que moi, qui suis très timide, me prendre un vent, un râteau avec 40 personnes d'un coup, c'est douloureux. Donc vous préférez fuir? J'attends qu'ils me supplient, en fait. Finalement, votre première drogue, et assez tôt, ça a été le livre. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Oui. Il y en a eu d'autres, mais je parlais de la première, là. Écoutez, je pense que ma première drogue, si on réfléchit bien à cette question, ça a dû être le carambar. Ah oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais oui, c'est vrai que la lecture, ce vice impuni, comme dit Larbaud, c'est vrai que le fait de se mettre dans un coin avec une bande dessinée, un roman de science-fiction à 12-13 ans, quand je me suis aperçu, enfin même avant, c'est une drogue à laquelle j'ai été très vite addict. J'ai retrouvé une très, très jolie phrase dans un roman français à ce sujet. Vous écriviez « Je m'intéressais davantage aux livres qu'à la vie. Depuis, je n'ai cessé d'utiliser la lecture comme un moyen de faire disparaître le temps et l'écriture comme un moyen de le retenir. » Oui, c'est une grande différence, je trouve, entre lire et écrire. J'ai l'impression qu'on écrit pour éterniser les choses. En tout cas, moi, c'est vraiment mon obsession. Quand j'entends quelqu'un dire quelque chose de marrant, ou quand j'ai une image, que je vois quelque chose de beau, ou j'ai envie de l'écrire pour que ça reste. Donc, comme si je voulais capturer des moments de beauté ou de vérité très fugaces, et par l'écriture les faire durer. Et quand je lis, c'est pas du tout ça. C'est pour échapper au présent. C'est un peu parce que je trouve qu'à un moment, regarder la télé, lire les journaux ou vivre ne me suffit pas. Ne me suffit pas. Et c'est ce que dit Fernando Pessoa, j'écris parce que la vie ne suffit pas. Et je pense que c'est... Bon, voilà. Moi, je trouve que ce qui est extraordinaire dans un livre, c'est qu'on peut vraiment être projeté complètement ailleurs. Tout d'un coup, on est en Chine, il y a 1000 ans, ou dans 1000 ans. Et voilà, c'est très banal, pardon, je dis des banalités. Dans une interview au Figaro assez récente, vous écriviez « Il faut lire parce que finalement, près d'un bouquiniste, pour 2 € on peut discuter avec Homère ». Ça, c'est un miracle, oui. Dans toutes les bibliothèques, j'ai toujours je trouve qu'il y a quelque chose de magique, en fait. C'est qu'on peut dialoguer, parce que lire, c'est dialoguer avec quelqu'un. On fait soi-même une partie du chemin. On doit reconstituer les choses dans sa tête. Donc, on fait 50% du travail quand on lit. Et c'est comme une danse. On est avec quelqu'un, et souvent, cette personne est morte il y a des siècles. C'est un luxe incroyable. Et pour le coup, oui, là, quand on lit Le Neveu de Rameau, ou quand on lit les essais de Montaigne, on est avec quelqu'un de très intelligent, qui a vécu, qui n'est plus là, et qui vit toujours. Et donc, les bibliothèques, ce sont des gens, ce sont des voix qui survivent à la mort. C'est absolument surnaturel. Effectivement, discuter avec Homère, mais même on peut juste avoir une idée du temps qu'il faisait il y a 2000 ans. Par exemple, il décrit un soir sur la mer, l'eau était couleur de vin. Et c'est vrai, à la fin, souvent, quand le soleil se couche, la mer devient mauve ou violette. Et se dire qu'il y a un mec, qui d'ailleurs, on ne sait pas très bien s'il a existé ou pas, enfin bref, il y a un grec qui a comparé la mer à du vin il y a 2000 ans. Je trouve ça bouleversant.
Et vous, ce besoin d'écrire, cette envie d'écrire, est arrivé quand? Très tôt? Vous vous êtes rêvé écrivain? Oui, c'est assez ridicule, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 8 ans, j'ai commencé à tenir un journal intime. Juste après le divorce de mes parents, je notais tout ce que je faisais quand j'étais chez mon père. Quand j'étais chez ma mère, j'écrivais pas, mais quand j'étais chez mon père, je notais, comme si justement cette idée de faire, garder une trace. Et alors je notais surtout les bêtises de mon frère et les menus des repas. Mais enfin, c'est vrai que je pense que la Pléiade devrait publier ça dans quelques années. Mais ça, vous avez continué, les recettes, après, les recettes des cocktails. Même oui. quand il y a un attentat au Ritz, on a la recette du cocktail que vous étiez en train de boire. Oui, surtout, après l'attentat, il faut finir son verre. Très important. Un terroriste, ou là, dans l'occurrence une attaque à main armée, n'aura jamais le pouvoir de m'empêcher de terminer mon verre. Je crois que c'est ma manière de résister à moi. C'est une manière. Je suis un écrivain engagé. Et donc, oui, alors à partir de l'âge de 8 ans, j'ai attrapé cette maladie qui consiste à vouloir tout noter. Et j'ai jamais réussi à en guérir. C'est vrai que c'est embarrassant, mais voilà, c'est comme ça. Vous êtes un grand défenseur du roman papier. Alors vous, comment écrivez-vous? Vous écrivez encore au stylo? Vous écrivez sur un ordinateur? Quand vous écrivez un roman, pas une chronique? Comme j'écris tout le temps, je ne sais pas très bien à quel moment je vais avoir une idée, donc je suis obligé de prendre des notes sur n'importe quoi, des tickets de métro, un prospectus de la SNCF dans le train, ou enfin, un sac à vomi dans les avions. Oui, c'est vrai. À condition qu'il n'y ait pas trop de turbulences. Certains critiques d'ailleurs disent que mon style s'en ressent. Mais j'ai beaucoup écrit sur les sacs à vomi parce qu'ils sont blancs et ils sont là et on sait bien qu'ils servent à rien la plupart du temps. Et donc voilà. Mais donc c'est au stylo d'abord. Et puis après, une fois que j'ai un grand paquet de notes, je m'enferme et je rentre dans un ordinateur et c'est pratique parce qu'on peut changer la police de caractère, grossir la police de caractère avec l'âge. Et comme ça, on a l'impression qu'on a écrit un livre plus long. Je me souviens d'une phrase que vous aviez eue en parlant de l'écran et en disant que c'était tellement triste un écran qui mettait au même niveau la prose de Cervantes que Wikipédia. Oui, c'est-à-dire que moi, j'aime l'objet, son odeur, sa sensualité, et je n'aime pas que tous les livres soient dans le même support. Je trouve que chaque livre est unique au monde et qu'il faut... Et puis j'ai envie qu'il m'appartienne, je ne veux pas le prêter, je veux prendre des notes, le cornet, je veux qu'il voyage avec moi. Et puis un autre truc, quand tu lis sur un écran, tu n'as pas l'impression d'avancer. Je trouve qu'on fait du surplace, ce qui est très déprimant quand on lit un livre ennuyeux, par exemple. Alors que quand on lit un livre, on avance, et on voit arriver la fin, on est très content. Ou très triste, quelquefois, de quitter un livre aussi. Mais je trouve que cette progression-là, si je ne la sens pas, pour moi, c'est trop difficile. Quel est l'auteur que vous mettez au-dessus de tous les autres? Est-ce qu'il y a un roman parfait pour vous? Est-ce qu'il y a un livre qui vous accompagne? Bien sûr, oui, je change d'avis, mais il y en a certains qui comme une sorte de panthéon de livres que je relis régulièrement pour essayer de comprendre le secret. Vous avez le temps de relire avec tous les livres que vous lisez, en particulier comme Juret du Renaudot. Vous avez le temps de relire, c'est formidable. Non, j'ai pas le temps, mais je le fais quand même. Mais vous le faites. Oui, c'est formidable. Et donc je vous ai coupé, excusez-moi la parole. Il y a des livres comme ça. Moi, les auteurs que j'aime souvent font des livres courts, donc on peut les relire, c'est vrai. Par exemple, Bonjour Tristesse ou Gatsby le Magnifique ou L'Attrape-Cœur, ou L'écume des jours, ce sont des livres qu'on peut lire en une journée. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment il a fait, comment elle a fait,
Quel est son secret pour avoir trouvé une émotion si rare? Et donc il y a des phrases que j'essaie de décortiquer. Puis je remarque que quand on relit, par exemple Gazville Magnifique, on peut le relire 10 fois, 20 fois. Chaque fois, c'est un autre roman. Parce que soi-même, on a changé, donc le livre n'est plus du tout le même. Et les choses qui m'amusaient quand j'avais 20 ans, la soirée, l'alcool, ne sont pas du tout celles qui me touchent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce type qui essaie d'être accepté, c'est un plouc. D'ailleurs, vous avez quitté Paris, vous qui étiez le plus parisien qu'on puisse penser, vous avez quitté Paris, vous voilà maintenant habitant dans le Pays Basque, mangeant des légumes. Oui, bien sûr, oui. Il y a un moment, je pense que j'ai même mis un peu longtemps à quitter Paris. J'aurais mieux fait, si j'avais été plus intelligent, de partir il y a une vingtaine d'années. Mais peut-être que j'étais obligé. Simplement heureux. L'autre jour, vous aviez un face-à-face avec Régis Geoffrey qui vous a dit qu'il avait l'impression que vous étiez en extase familiale, que ce que vous aviez recherché dans la drogue, vous l'aviez trouvé dans la famille et dans l'amour. C'est une drogue, hein, l'amour. Ben oui, bien sûr. Oui, c'est peut-être la plus belle. Je pense une drogue beaucoup plus dangereuse d'ailleurs que toutes les drogues les plus dures. Mais que répondre à ça? Il a raison. Il a raison. L'extase familiale, n'exagérons rien. Il y a des moments où c'est galère. Hein. Ah oui. Oui. Pas exagéré non plus. Il y a des biberons la nuit? Il y a eu des biberons la nuit. Oui, et ça va bientôt recommencer. Il n'y a pas que ça. C'est pas les biberons les plus gênants. C'est plutôt l'évacuation. Puisqu'on en parle. Le biberon, c'est mignon. C'est ce qui se passe après, si vous voulez. Oui. On revient dans le concret, là. Et justement, dans les listes que vous publiez dans vos livres, vous venez de parler du quinquagénaire, du père quinquagénaire, on peut le dire, par rapport au trentenaire célibataire que vous avez été. Est-ce que vous vous souvenez du trentenaire célibataire qui se couchait à 7 h du matin? Que fait le père quinquagénaire? Il se réveille à 7 h du matin. Et le trentenaire qui buvait de la vodka Red Bull, il boit quoi à 50 ans? Une tisane, non? Oh, presque. Du Coca Zéro. Ah, du Coca Zéro. Mais oui. c'est peut-être passé à la tisane, là, depuis. Alors, celui qui fait de la coke... Maintenant, il fume plus. Quoi? Il a arrêté de fumer. Ah oui, voilà. Bon. Et à 30 ans, ses voisins se plaignaient du bruit que faisait le trentenaire. Oui. Et maintenant, le quinquagénaire... Il se plaint du bruit que font les voisins. Oui, on change, mais ça s'appelle vieillir, c'est normal. Heureusement qu'on change, sinon ce serait ennuyeux. Le trentenaire qui détestait ceux qui disent c'était mieux avant, maintenant, le quinquagénaire... Il trouve que c'était mieux avant. Ouais. Tout ça pour dire en même temps que Une vie sans fin n'est pas qu'un livre sur la science, c'est un livre très drôle. Frédéric Beigbeder est parti pour ses 3 ans avec un robot qui devient lubrique. Alors, il existe, il s'appelle Pepper. C'est très déjanté. Oui, Pepper existe, oui. Ce sont des robots qui pratiquent le machine learning, c'est-à-dire que c'est en gros des logiciels d'intelligence artificielle qui réagissent à ce qu'on leur dit. Et bizarrement, dans le livre, à mon contact, il devient un obsédé sexuel. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah, oui. Il se met à mettre la main aux fesses des femmes, ce qui est très mal. Je m'empresse de le dire, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pas avoir de problème, moi. Non, ça serait bête que ça soit à Nancy que ça se passe. Non, pas d'histoire. Oui. Donc il fait vraiment des choses que je désapprouve, et c'est un roman, c'est une fiction. Vous avez toujours dit qu'il fallait être plutôt mal pour écrire malheureux. Alors dans le bonheur aujourd'hui, est-ce que vous continuez à avoir envie d'écrire?
Et le bonheur, c'est encore plus angoissant que C'est le un malheur. handicap pour l'écriture quand même. Mais non, parce que le malheur, on n'a qu'une envie, c'est qu'il s'en aille. Alors que le bonheur, on veut qu'il dure. Donc c'est plus angoissant d'être heureux que d'être malheureux. Vous voyez? Ah là là, Ah ouais. vous êtes quand même en j'ai- pleine crise Donc j'ai quand même de trouvé la cinquantaine là. Ouais, c'est-à-dire que même le bonheur n'arrive pas à me rassurer. C'est pas Oui, rassurant parce du que tout. ça va passer. Et bien sûr. Donc non, vous inquiétez pas. Ça, des sources d'inspiration, Et il y en aura. Bon, on va revenir sur les livres quand même, finalement. Juste un mot, parce que vous avez parlé de l'attrape-cœur tout à l'heure, et je reviens pour faire une petite parenthèse dessus. Salinger, évidemment, le silence. Est-ce que c'est vrai que vous êtes allé jusqu'à devant chez lui aux États-Unis et que finalement, vous n'avez pas sonné? Oui, c'est tout à fait vrai. C'est vrai, beaucoup de dépenses de transport pour finalement un... Parce que c'est un écrivain mythique pour vous, Salinger. Oui, Una et Salinger, votre sûr, précédent roman. Mais je pense que, bon, dans ma carrière d'animateur, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'écrivains et de pouvoir leur poser des questions, mais celui-là, il ne voulait pas donner d'interview et il n'en a jamais donné de toute sa vie. C'est celui qui vous a résisté. Et oui, et c'est pour ça peut-être que c'est celui que j'aime le plus. C'est normal. Voilà. C'est normal. Vous avez publié le top 100 des auteurs du XXe siècle qu'il fallait garder au XXIe. Vous vous souvenez, j'imagine encore, de celui que vous avez mis en tête. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2018, dans les premières années du XXIe siècle, il y a pour vous, dans la jeune génération, quelqu'un qui se détache, un écrivain important, ou plusieurs, et lesquels? Dans le livre, il y avait déjà pas mal d'auteurs contemporains que j'admire, comme Michel Houellebecq, Régis Geoffrey, Virginie Despentes. Mais récemment, je suis vraiment très épaté par Jonathan Little. Je trouve que sa trajectoire est vraiment unique et très originale. Son premier roman s'est vendu à 1 million d'exemplaires, Les Bienveillantes. Déjà un livre assez impossible, enfin, assez inimaginable. Et d'ailleurs, personne n'avait osé faire une chose pareille, se mettre dans la tête d'un bourreau nazi pendant 800 pages. Et il aurait pu continuer à faire la même chose. Or, pas du tout. Il est allé faire des documentaires en Afrique. Il a écrit des petits essais. Et là, chez Gallimard, il vient de publier un roman complètement original, qui n'a rien à voir, qui est plutôt futuriste, qui est 7 versions différentes d'un homme qui sort d'une piscine et qui se promène dans une maison mystérieuse, qui voit il participe à des scènes pornographiques, puis d'autres très violentes, puis d'autres qui sont très luxueuses, surréalistes. On le voit dans une ville du futur, on le voit... Bon, c'est vraiment, il invente quelque chose après avoir écrit sur un roman historique très fort. Là, je pense qu'il a écrit le premier roman de la post-humanité, justement, cet être humain du futur que les scientifiques veulent créer, ce post-humain. Lui, il a écrit un roman avec un post-humain on ne sait pas très bien si on est dans une réalité virtuelle, cybernétique ou concrète. C'est passionnant, c'est vraiment un livre très très neuf. Et pour moi, c'est un écrivain que j'ai jamais rencontré. Je dis ça, je le connais pas. Je trouve que dans tout ce qui se produit en ce moment, c'est le plus puissamment original. Et vraiment, en plus, là c'est le journaliste critique qui parle, mais si on regarde un peu les livres qui ont du succès en ce moment, on est effaré parce que c'est souvent des gens qui reproduisent la même chose. Et Little, il a ce courage. Je suis sûr que d'ailleurs son éditeur doit être très triste de ça. Il ne décide pas de refaire éternellement la même chose. Il fait des choses différentes et au risque de perdre ses lecteurs, mais voilà, c'est pour ça que je le respecte. Et est-ce que vous trouvez dans cette nouvelle génération d'auteurs que leur littérature est assez subversive finalement, ou au contraire
bon, il ne faut pas faire de généralité. Vernon Subutex des Pentes est un livre très critique avec notre époque. Les romans de Houellebecq, de Geoffrey sont super violents. Il y a des tas d'écrivains qui sont... voilà, on n'est pas obligé d'être méchant non plus, hein, mais il me semble qu'un livre doit déranger. Et, voilà, le mien n'annonce pas de bonnes nouvelles sur notre futur en tant qu'homo sapiens, mais en même temps, comme on dit, l'art est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. Et quand c'est la littérature, c'est vraiment bien. Alors Frédéric, je vais vous soumettre au questionnaire de pivot et vous laisser faire dédicaces et selfies pour votre public. Et si vous l'applaudissez bien fort, je pense qu'il reviendra en septembre au Livre sur la place. Et alors, il y a une grande question que je voudrais vous poser, parce que donc, je sens que vous avez quitté les fêtes, fini le cynisme, fini le... N'exagérons rien. Vous ne vous coucherez pas trop tôt quand même si vous venez au Livre sur la place. Parce qu'on compte sur vous quand même. On a besoin de vous pour animer nos nuits littéraires à Nancy. C'est une proposition ? De nuits littéraires ? Oui. On peut voir ça, on peut vous mettre DJ, et oui, absolument, exactement. on peut faire... Oui, c'est la 40e édition, on peut organiser quelque chose avec vous. Ce serait amusant, je veux dire, ce serait des lectures donc d'écrivains qui liraient quelques pages de leurs livres, ponctuées par des DJ sets. Bon, donc on va réfléchir. Voilà. Ou même si on les faisait lire leurs livres, mais avec une musique derrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils accepteraient. Tout est ouvert. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé à cette rencontre ce soir. Alors, je ne vais pas vous laisser, tant que je ne vous aurai pas fait répondre aux quelques dernières questions. Avant, je vous remercie bien sûr toutes et toutes de votre présence. Si la SNCF nous le permet, la prochaine invitée sera le 7 juin, Tatiana Dronet. C'est pour l'instant un jour de grève, c'est pour ça que je mets cette petite interrogation. Frédéric, quel est votre... Si vous voulez, je peux revenir. Hein. Si jamais, on peut envisager ça. Si Tatiana Dronet ne vient pas... Voilà. Quel est votre mot préféré ? C'est difficile. Un nom propre ou nom commun ? Ce que vous voulez. Les deux, même. Oh là là. Je réfléchis. Je peux répondre plus tard ? Non, je répondrai plus tard. Je la reposerai tout à l'heure. Voilà. Le mot que vous détestez ? Vous allez répondre plus tard aussi. Cérumen. C'est moche, non ? Oui. Ouais, voilà. Et le mot que vous préférez ? Légèreté. Ouais. Et quelle est votre drogue favorite ? Bon, alors... Sans citer la marque. Hein. D'accord. Ma drogue favorite, les noix de cajou. Ah, c'est bien entendu. Le son, le bruit que vous aimez. Bon, bah, ça oui, je le oui, sens. Ouais, le rire de ma fille, c'est ridicule, je sais. Non, c'est au contraire très tendre. Le son, le bruit que vous détestez. Les larmes de ma fille. Non, mais c'est pathétique, là, franchement. Bon, on recommence. Alors, le son que je préfère... Non, c'est trop dégoûtant. Bon. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Fuck. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire ? Cyril Hanouna. C'est vrai que vous l'épargnez, Hanouna. Vous n'en parlez pas d'Hanouna, vous l'avez loupé. En plus, comme c'est un des rares avec lesquels j'étais pas fâché, bah maintenant c'est fait.
Oui. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Le guépard. Ah oui. Et si Dieu existe, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la religion est assez présente. Et alors c'est très interpellant parce que jusque-là, je me souviens de vos conversations avec le père Di Falco. Vous étiez plutôt dans le rôle du Candide, voire de l'athée. Là, vous parlez de l'Église spa de l'âme. Alors, Oui, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Qu'est-ce que tu fous là? Redescends. Et on revient à la vie sans fin. Merci beaucoup, Frédéric.